Et voilà, ça devrait être parti. Alors, bienvenue à cette session qui va porter sur l'anatomie d'un point d'accès. Donc, c'est une présentation qui avait été élaborée par Onno Arms lors de notre événement Atmosphère 2023 et que, bon, ben, on s'est donné la peine de traduire. Quelques slides qui ne sont pas traduites, des slides un petit peu plus techniques. Mais bon, vous m'excuserez, j'ai manqué de temps. Alors, on va tout de suite enchaîner. Donc, juste rapidement, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent identifier quel est le tableau, quel peintre l'a peint. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques idées ou quelques interactions que vous pourriez faire à travers la chat window, la fenêtre interactive. Alors, si vous n'avez pas d'idée, alors il s'agit, le titre de la peinture, c'est la leçon d'anatomie du docteur Nicolas Tulp, qui a été produit par Rembrandt en 1632. Alors, c'était juste une petite touche artistique pour commencer. Mais inquiétez-vous pas, ça ne sera pas si... ça ne lèvera pas le cœur. On devrait quand même être correct. Mais bon, on vous propose aujourd'hui une dissection d'un point d'accès, d'une dissection d'un AP 655. Alors, dans cette leçon d'anatomie, nous regarderons sous la peau de l'AP 655. Alors, peut-être vous avez déjà ouvert un point d'accès ou peut-être que bon, vos mains vous démangent à l'idée d'utiliser votre tournevis Torque X. Alors, on va essayer d'introduire un peu d'humour dans la présentation, faire quelques analogies à une vraie séance d'anatomie comparée avec les tripes, le cœur, le cerveau, en espérant de rendre la session un peu intéressante. On a quelques clients relativement intéressants et géniaux. Hein. Alors, il se trouve que Onno a même envoyé un courriel à certains de nos clients qui utilisent nos points d'accès et qui fabriquent justement des machines à rayons X. Alors, un peu plus tard, on va pouvoir voir des photos par rayons X qui ont réellement été produits. Alors, ça va être intéressant. Alors, voilà. Alors, on va commencer par l'introduction, donc les capacités de base, les statistiques vitales, le vieillissement, l'espérance de vie de la plateforme. Alors, voici notre patient. Notre patient, c'est l'AP 655, comme je vous l'ai dit, c'est le membre de la série 650. Prenez note que nous avons ajouté un petit frère ou une petite sœur à cette famille. Il s'agit de l'AP 654, donc c'est la version avec connecteur et qui va requérir l'utilisation de la base de données AFC, qui, je crois, est le sujet de notre prochain user group au début de l'année, je crois en janvier ou février prochain. Donc, la fonction principale du point d'accès, c'est assez simple. C'est une interface entre deux mondes, le monde du filaire et le monde du sans-fil. Et le point d'accès offre aussi quelques tâches secondaires, c'est-à-dire c'est un hub IoT. Donc, pour l'Internet des objets, il fournit des disponibilités, des interfaces qui va fournir, dans le fond, des balises de référence pour, entre autres, la localisation avec le Bluetooth Low Energy ou autres interfaces. C'est un capteur RF qui permet d'agir en tant que système de sécurité sans fil, peut servir de nœud aussi pour établir un réseau maillé, que ce soit en Wi-Fi Mesh ou encore avec le protocole Zigbee. Les qualifications de base d'un AP 655, c'est un point d'accès qui dispose de 3 radios 4x4, possède aussi 2 ports 5 gigabits Ethernet. C'est notre point d'accès du côté Aruba qui est le plus performant. Donc, c'est vraiment notre point d'accès phare, si on pourrait dire. Il utilise la dernière technologie du Wi-Fi 6E. Donc, c'est un point d'accès qui utilise justement aucun compromis au niveau RF, dispose de radio 4x4 MIMO, il dispose de systèmes qu'on va voir un peu plus tard là, au niveau
de mitigation au niveau des interférences avec des filtres justement très innovateurs permettant justement de contrer les interférences co-canal. On pensera ici là, du UTB, donc c'est le Ultra Tri-Band Filtering, qui est en fond une technique qui permet d'utiliser les bandes de fréquence hautes dans la bande de fréquence du 5 GHz, tout en étant capable d'opérer avec les bandes de fréquence les plus basses dans le 6 GHz. Possède aussi des systèmes de filtrage avancés au niveau du cellulaire pour permettre de filtrer les bandes cellulaires qui sont adjacentes au 2.4 GHz et optimiser dans le fond la performance du 2.4. Permet aussi d'avoir un système qu'on appelle le IAC, le AIC, donc le AIC, le Advanced IoT Coexistence, qui est aussi un système qui permet de mitiger les impacts qui sont liés à l'opération simultanée du Wi-Fi, du BLE et du Zigbee, qui opèrent toutes dans la bande du 2.4 GHz. Donc, l'âge du sujet est d'environ 21 mois. Il est né en février 2022. C'est, dans le fond, pour un AP typique, hein, généralement, ils ont une espérance de vie d'environ une dizaine d'années. Donc, généralement, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont être dans un programme de vente. Hein, donc, ils vont être activement vendus pendant une période de 5 ans. Et nous continuons à les soutenir pendant 5 années supplémentaires après l'annonce de fin de vente. En tant qu'AP fort, ben, c'est le plus coûteux, oui. Il est plus coûteux que son petit frère, qui est l'AP 635. Donc, il va avoir une popularité un peu moindre que celui que son petit frère, qui est déjà vendu à plus de 80 000 exemplaires. Mais bon, c'est notre point d'accès intérieur le plus grand, le plus costaud, le meilleur, le plus fort. Et juste à titre de référence, hein, on a... non, excusez-moi. Donc, le 80 000 exemplaires, c'est pour l'AP 655, mais c'est plus de 400 000 exemplaires sur le 635 qui ont déjà été commercialisés. Et pour mettre ça en proportion, hein, on a plus de 27 millions d'AP du côté Aruba qui ont été vendus depuis. C'est un point d'accès qui est quand même très, très gros. Hein. On parle là de 2,6 cm par 2,6 cm, soit 10 pouces par 10 pouces. 1,8 kg ou encore à peu près 4 livres du côté de la mesure impériale. Donc, c'est ça. C'est un grand gaillard très costaud. Donc, petite question comme ça, hein, combien pensez-vous qu'il y a de composants dans le point d'accès AP 655? À travers le chat window, peut-être, quelques-uns peuvent formuler une idée ou un estimé rapide? Peut-être, non? Bref, ouais, 2000 composants, c'est très, très, très proche. Effectivement, c'est environ 2800 composants. Donc, oui, c'est quand même époustouflant d'une certaine manière, vu la quantité d'éléments qui sont intégrés. C'est pas juste simple petite radio. Plus on met de composants, plus il y a le risque d'échec qui est grand, mais bon, hein, malgré toute cette complexité, ben, la fiabilité du produit est quand même très impressionnante. La plage d'opération hein, au niveau des températures, c'est entre 0 et 50 degrés Celsius. La température de surface peut atteindre 70 degrés Celsius. Hein, L'AP devient relativement chaud en interne. Certains composants, dont les amplificateurs de puissance, peuvent atteindre des températures extrêmement élevées, près de 120 degrés Celsius. On va voir des graphiques un peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est un boîtier clos. Hein. Il n'y a pas de trou de ventilation, il n'y a pas de... Donc, c'est vraiment... il y a des contraintes au niveau thermique qui sont très importantes. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles, là, justement, on éprouve certains questionnements ou certaines réserves. Là. Il y a apparemment certains manufacturiers qui intègrent des capteurs de température même à l'intérieur du point d'accès.
pour mesurer la température ambiante d'une pièce. Alors, on peut se poser des questions sur la pertinence d'un tel senseur à l'intérieur d'un équipement comme un point d'accès. Donc, puis on va parler de ça un petit peu plus tard. L'AP 655 dispose d'un processeur quad-core qui est cadencé à 2,2 GHz. Donc, on parle là, ici de 2,2 milliards de battements par seconde. Ça représente environ 700 quadrillions battements de cœur pendant la durée de vie du produit, qui est environ 10 ans. Alors, hein? Donc, qu'est-ce qui est, si, admettons, on s'attarde un peu plus à l'espérance de vie et la susceptibilité aux maladies, hein, donc la fiabilité, hein, la susceptibilité d'un produit à avoir des problèmes, ou tout équipement électronique, hein, qu'il s'agisse de votre téléphone portable ou de plus petits appareils électroniques que vous utilisez à la maison, bien, ils sont tous sujets à des pannes au fil du temps. Hein. Les pièces ne sont pas éternelles, hein, les pièces électroniques. Donc, il y a des mesures statistiques hein, qui sont importantes pour ça. Donc, pour un produit typique en début, hein, quand il est jeune, donc on parle ici de mortalité infantile. Donc, dans les premiers jours, hein, on va voir un taux d'échec qui est un petit peu plus élevé. Puis, il va s'installer un taux d'échec qui est une espèce de statistique qui va être un peu plus constant tout au long de la vie du produit. Puis, lorsque, justement, il arrive à 10, 15, 20 ans et qu'il augmente là, au niveau de sa durée de vie utile, bon, ben, c'est-à-dire qu'on va approcher la mort de vieillesse. Bon, donc, dans la période principale pendant laquelle vous utilisez le produit, entre justement son début et sa fin, sa mort. Bon, on va appeler ça, sous la terme technique là, de ce qu'on va appeler le temps moyen entre les pannes, c'est-à-dire que ça va être caractérisé sous une mesure statistique qu'on va appeler le MTBF, le Mean Time Between Failure. L'objectif cible pour le développement des points d'accès à Aruba est d'avoir au moins 500 000 heures, c'est-à-dire 57 ans. C'est notre objectif théorique. Et ça, c'est avec une température de 25 degrés Celsius. Donc, c'est un paramètre qui est quand même statistique, hein, qui permet de calculer, d'évaluer la fiabilité d'un produit électronique. En réalité, hein, nous voyons des taux de panne pour les produits que nous construisons qui est en fait bien meilleur que le taux de panne typique évalué par le calcul. On a un taux de retour annuel d'environ 0,2 %, ce qui est en dessous justement de nos estimés basés sur le MTBF calculé. Bon. Notez que le MTBF, ou le taux de défaillance moyen, augmente avec la température. Par exemple, nos AP muraux de la série H, lorsqu'utilisés dans des dortoirs ou montés sur les murs, dans certains cas, s'ils se retrouvent recouverts par des couvertures, des oreillers ou d'autres trucs qui sont dessus et qui vont empêcher la circulation d'air, l'AP va devenir beaucoup plus chaud et s'éteindra. Il y a un thermal shutdown dans le point d'accès. Il va s'éteindre pour éviter d'être endommagé après un certain temps et ça va lui permettre de se refroidir. Mais c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on excède les températures d'opération, ça peut devenir très chaud et ça peut réduire l'espérance de vie. Ici, on voit là, justement là, qu'on s'achute à 333 000 heures à 50 degrés Celsius. Donc, voici un petit aperçu de l'intérieur de l'AP 655. Hein, c'est une imagerie au rayon X qui a été une courtoisie de GE Healthcare. Donc, comme la plupart des points d'accès à Aruba, hein, l'AP 655 consiste en une sandwich de différentes couches. Alors, on a le couvercle du dessus en plastique. Si on retire le couvercle du dessus, on va se retrouver avec une plaque en métal avec des antennes, des coussinets thermiques hein, qui vont permettre justement de coller le tout. Par la suite, on va avoir la carte de circuit imprimé principal avec des composants en on voit justement des composants en métal. Dans le fond, c'est du blindage métallique. Blindage métallique qu'on va retrouver d'un côté comme de l'autre. Par la suite, justement, on a le capot arrière qui est en aluminium moulé sous pression. Si on retourne le point d'accès, on va retrouver justement le verso du capot arrière
qui va avoir disposé, dans le fond, des différentes étiquettes qui identifient le produit, ainsi que le matériel de montage, donc la braquette de montage. Si on prend le temps, dans le fond, puis là, dans le fond, on fait le retour par en arrière, on voit les connecteurs pour les différentes antennes là, sur les côtés. Puis on revient en arrière, puis on voit justement le capot. On va prendre un petit peu de temps pour regarder tout ça tout à l'heure. Si, par exemple, on regarde le circuit imprimé, donc ça, c'est une vue avec les deux côtés, le recto et le verso, et qu'on retire justement les shields, dans le fond, les blindages RF. Donc, on va voir justement les différents composants qui sont localisés sous les blindages. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les radios font partie intégrante justement de la carte principale. C'est directement intégré dessus. Il n'y a pas de carte radio, admettons, soit USB ou autre, qui serait intégrée ou snappée sur comme étant un module secondaire. Dans les boîtiers de protection hein, que l'on a retirés, on voit les différents coussinets, les différents blindages RF, puis les différents coussinets thermiques qui servent à faire la dissipation de chaleur. Donc, si on prend le temps de regarder la peau et les os, donc le boîtier, l'enceinte, le montage, comment c'est assemblé de manière un petit peu plus précise. Donc, ça se compose dans le fond de deux parties. On va avoir le couvercle en plastique et le capot en aluminium moulé sous pression qu'on va voir sur l'image subséquente. Sur le capot du dessus, on va retrouver le logo qui est moulé avec justement une petite feuille métallique. On va retrouver aussi les conduits de lumière qu'on appelle aussi en anglais LED pipes. Donc, c'est pour aider à propager la lumière qui vient des DEL. Sur le capot en arrière d'aluminium moulé, ça permet dans le fond de soutenir tout. C'est sur ce capot que justement tout se visse au niveau de l'assemblage à l'aide de vis Torx sécurisé qui se trouve dans le fond être une exigence réglementaire dans certains pays. Le boîtier, c'est pas simplement une boîte, ça sert aussi de protection pour les composants internes. Hein, ça permet justement de protéger les différents éléments, ça permet de le manipuler. Ça définit aussi l'apparence, hein, donc c'est neutre, discret, peut être quand même intéressant, frappant avec le logo. Ça assure la solidité, la structure, ça permet de faire le support pour le montage du point d'accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi l'arrière du point d'accès, hein, si vous avez touché, l'arrière se trouve à être vraiment le dissipateur de chaleur sur la structure qui est en aluminium. Et ça permet aussi, à cause de la structure en aluminium, de faire une partie du blindage RF. Donc, le boîtier, dans le fond, c'est un tout. Ça fait partie de l'AP en tant que système comme tel. Puis, c'est pas très simple, justement, de prendre les tripes et de mettre ça dans un autre boîtier. On a certains clients qui le font, entre autres, là, on pourrait penser à Lufthansa Technik, là, qui font justement ils réintègrent nos points d'accès dans leur propre châssis pour justement le divertissement en vol. Certains autres contextes, là, entre autres en contexte médical ou encore plus particulièrement en contexte militaire, vont intégrer justement l'électronique l'AP dans un châssis différent pour un usage différent. Mais bon, toute cette opération-là, c'est quand même un redesign, c'est du temps de conception et il y a plusieurs choses à tenir en considération. Donc, si on regarde un petit peu plus particulièrement le couvercle du dessus de l'AP, hein, donc ça définit l'apparence, le choix des matériaux, hein, ça définit aussi la résistance, la durabilité. Il y a un impact dépendamment justement au niveau du plastique, du choix du plastique. Il y a un impact sur
la durabilité, la couleur, la finition, la texture qui va... Ça, il y a toute la question aussi du choix du matériel parce qu'il faut qu'il soit transparent au niveau RF. Hein. On veut que les ondes puissent passer à travers le capot de manière aisée. Il y a toute la question aussi de l'inflammabilité. Donc, il y a certaines substances qui sont interdites, certaines substances que lorsqu'elles sont brûlées, il ne faut pas que ça dégage des vapeurs nocives. Entre autres, là, on parle là, de UL 2043, qui est la norme justement de ce côté-là. On essaie d'intégrer aussi des matériaux qui sont recyclés ou encore permettre que ça soit plus recyclable. Bon, du point de vue esthétique, hein, bon, certaines personnes n'apprécient pas la finition qui est plus brillante. On propose entre autres des couvercles qui peuvent être clipsées ou en tout cas qui peuvent être rajoutées par-dessus le point d'accès et qui peuvent être peints pour s'intégrer plus facilement dans le design au niveau esthétique. Juste prendre en note là, que la couverture ou la nouvelle peau que vous voulez utiliser par-dessus votre point d'accès ne doit pas contenir de métal ou de graphite pour s'assurer d'une transparence aux ondes RF. Puis là, bien entendu, là, il y a la Plenum Rating, hein, donc toute la question d'inflammabilité, les fumées en cas d'incendie, limiter justement la propagation du feu en cas d'incendie. Et bon, certains d'entre vous pourraient peut-être se rappeler de des premières générations d'AP. Donc ça, c'est un AP 65 qui avait été lancé en 2006. Et bien entendu, à l'époque, hein, les plastiques qui étaient ratés pour le UL 2043 avaient peut-être quelques petits problèmes de décoloration. Alors, à certains endroits, vous pouvez peut-être encore en voir. Je crois qu'il y a quelques-uns de ces AP-là qui sont encore en service à l'Université McGill. Est-ce que la peinture sur un AP peut nuire à la propagation RF? Effectivement, oui, dépendamment du type de peinture que vous allez utiliser. Il ne faut pas utiliser de peinture avec justement des particules de métal intégrées dedans ou encore des peintures avec du graphite à l'intérieur. Donc, on parle plus de peinture style au latex, mat. Ça serait préférable, là, justement. Ou encore, si, mettons, vous voulez faire un recouvrement pour l'extérieur, par exemple, une espèce de pellicule plastique pourrait peut-être être placée par-dessus l'AP. Donc, certains tests hein, que l'on fait, on fait des tests de combustion, hein, des points d'accès, pour valider justement l'évaluation du plénum. Et ça permet justement de faire des AP 655 bien cuits. Hein? Donc, vous aimez, si vous aimez votre point d'accès bien cuit ou en tout cas votre boulette bien cuite. Donc ici, ça c'est un AP 325. Hein? Il y a de l'air particulièrement croustillant. Donc, le capot arrière, maintenant. Hein? Donc, oui, c'est l'intégrité structurelle de l'AP. Donc, ça sert, comme je vous disais, de blindage RF et de dissipateur de chaleur. Donc, oui, la température au toucher peut être assez élevée, mais bon, les règles de sécurité sont très claires. Hein? Toute surface métallique accessible à un utilisateur ne peut pas dépasser 70 degrés Celsius et on fait en sorte que justement ça ne puisse pas dépasser cette température-là. Mais comme vous pouvez voir, là, selon les normes, là, ça reste quand même relativement, ça peut devenir quand même relativement chaud au toucher. Vu que justement on a une cible justement de steady state ou d'un régime constant, plus aux alentours d'une 50aine de degrés Celsius dans des températures ambiantes qui seraient par exemple défavorables, ambiantes à 50 degrés Celsius, mais ça laisse quand même un 20 degrés d'écart par rapport à la norme. Donc, la température de l'AP, hein, c'est tributaire, dans le fond, des conditions d'utilisation. Donc, dans les pires conditions d'utilisation, de consommation puissance,
Et ce qu'on peut voir, c'est que la consommation de puissance peut varier vraiment de manière très significative dans les opérations d'un point d'accès. C'est-à-dire que si l'AP est juste en train de faire du beaconing, c'est-à-dire d'annoncer son service, bien, sa consommation de puissance va quand même être relativement moindre que s'il est en régime très intense à faire du transfert de données de manière très, très, très intense au maximum de la portée qui est possible. Et on peut observer, dans le fond, un ratio de consommation de puissance qui peut être du simple au double très rapidement, dépendamment du régime d'utilisation du point d'accès. Alors, c'est ça. Donc, pour atteindre justement un état stable, ça peut prendre plusieurs minutes, voire même plusieurs heures. Puis ici, bien, on a un graphique, puis là, bien, dans le fond, on a les différents composants, les différents étages. Bon, je n'ai pas l'association des différents numéros, là, c'est différents points de mesure, différents composants dans le point d'accès. Puis, dans le fond, c'est exposé à une température de 50 degrés Celsius, donc c'est la courbe en rouge. Et on voit dans le fond que la stabilisation se fait un peu sous le 60 degrés Celsius. Et dans le fond, ça prend à peu près 2 heures pour atteindre, dans ces conditions extrêmes-là, l'état d'équilibre au niveau des composants. Donc, environ 120 minutes là, pour atteindre un état d'équilibre dans ce régime-là d'utilisation vraiment intense, dans les conditions les plus extrêmes. Donc, ça sert si on regarde au niveau du support de montage, le support de montage, il est typique, maintenant, c'est des supports en métal hein, qui sont préinstallés. Les pièces, dans le fond, c'est une pièce d'accouplement pour fixer le montage que vous désirez utiliser. Et tous nos AP de la série 500 ou 600 sont fournis justement avec ce nouveau système en métal. La seule exception serait le nouvel AP 503 qui utilise aussi les kits de montage en plastique de la génération précédente des AP de la série 200 ou encore des AP de la série 300. Plusieurs personnes, bon, justement, insistaient, ou en tout cas avaient peu confiance justement au AP qui était soutenu par des clips en plastique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a passé à des clips en métal qui sont, dans le fond, donnent un sentiment de confiance. Donc, on est quand même passé en métal. C'est sûr que, bon, comme là, dans le cas de l'AP 655, qui est beaucoup plus lourd que nos générations précédentes. Donc, effectivement, c'est peut-être quand même bien d'être passé par une braquette en métal. Mais bon, hein, vous devez quand même avoir une certaine confiance. Toutes nos AP font des essais au niveau essais sismiques. Et dans le fond, j'ai une petite vidéo ici qui permet d'illustrer un peu le type de test en essai sismique. Et ça, c'est notre AP 135 hein, avec la braquette, la fameuse braquette en plastique. Alors, comme vous pouvez voir, on est capable justement de faire des essais de vibrations très intenses hein, et s'assurer que justement, ça ne tombe pas sur les personnes. Et les braquettes en plastique sont quand même de confiance. Hein? C'est quand même très robuste. Excusez-moi. Bon, et voilà, passons. Et bien entendu, ben, tout ça, mais ça permet de protéger les AP au niveau des différents éléments. Et on a certains modèles de points d'accès hein, donc, qui permettent justement d'être protégés. Et bientôt, on va lancer des points d'accès de la série 6E qui vont être qui vont supporter justement l'exposition aux différents éléments, à l'humidité, à l'eau, à la poussière. Donc, ils vont être protégés contre les intempéries avec justement une certification IP66, IP67. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant dans des environnements spécialisés, des environnements. Bon, ça, c'est un exemple un peu extrême. Hein. On avait hébergé un point d'accès dans un aquarium pour faire une démonstration lors d'un événement qui était à atmosphère dans un aquarium, simplement pour montrer que nos points d'accès sont résistants à l'eau et à la submersion. Bien entendu, hein, la communication dans la bande de fréquence 2.4 GHz est particulièrement
pas bonne parce que le 2.4 GHz est très grandement absorbé par l'eau. Donc ici, c'est une petite vidéo qui vous montre aussi là, le type de test avec justement les jets sous pression pour s'assurer de la résistance. Alors, c'est pour vous montrer que justement l'ensemble du châssis là, est, pour les AP est résistant. Donc, sous la peau, hein, on va prendre le temps de regarder un peu les différents éléments. Donc, on va retrouver le cerveau, donc le CPU, la mémoire, le chipset TPM, les différents sens, donc qui permettent de percevoir l'environnement qui entoure le point d'accès, donc les antennes, les interfaces physiques. On va regarder les différents intestins, les radios, vraiment les chipsets Ethernet. On va regarder le tube digestif, donc ce qui permet de distribuer l'énergie, dans le fond, l'interface DC pour le direct current, dans le fond, pour le courant continu ou encore le PoE. Et bon, le sixième sens, hein, donc on va un peu plus loin avec le récepteur GPS. Et bien entendu, il y a plein de blindages, comme vous avez pu le voir précédemment, là, pour limiter justement les interférences RF. Donc, ici, avec le diagramme bloc, hein, donc c'est très résumé, très succinct. Vous voyez justement, c'est un système on a chip qui est tout intégré, donc avec le CPU, la mémoire, donc le cerveau ici. Les différents sens, hein, les différentes interfaces, les antennes, les ports, les différents jacks qui intègrent tout ça. Et bon, les différents chipsets, les intestins qui vont digérer tout ça. Et le tube digestif. Bon, ça a l'air simple comme ça, là, mais toute l'adaptation de puissance avec les différents voltages requis pour chacun des chipsets, c'est quand même très complexe. Et par la suite, justement, le sixième sens. Donc, si on s'attarde un petit peu plus au cerveau, donc CPU, c'est toujours un peu complexe là, de choisir le bon processeur. Il y a toujours des compromis à faire au niveau du coût, la consommation d'énergie, le type de performance qu'on veut avoir, les interfaces, les différentes capacités qu'on veut aller rechercher. Donc, pour la P655, hein, c'est un chipset Qualcomm IPQ 8076 qui est un système on a chip. Donc, 4 cœurs, ARM, 64 bits, un Network Accelerator Dual Core, un système justement de sécurité en ligne intégré pour tout ce qui est cryptographique. Le système on a chip dispose justement déjà d'intégrer d'une radio 5 GHz et d'une radio 2.4 GHz, les deux opérant en 4x4. Puis dispose aussi deux interfaces IQ physique externe sur l'un des deux interfaces, on va intégrer justement la radio 6 GHz. Dispose d'emblée de plusieurs MAC Ethernet, on en utilise seulement 2. Elles peuvent opérer jusqu'à 10 gigabits par seconde, mais on l'a limité à 5 gigabits par seconde. L'idée ici est de faire un compromis. Plus on augmente en vitesse, mais plus ça met des contraintes justement sur le type de câblage et la distance qu'on peut utiliser. Et ça implique aussi des dépenses énergétiques plus intenses et importantes. Donc, il faut atteindre une espèce de compromis sur le ratio performance qu'on veut obtenir, utilisabilité et dépenses énergétiques. Donc, il faut tenir toutes ces... C'est une matrice à plusieurs vecteurs, là, donc il faut quand même regarder puis faire certains compromis. Le chipset, le système on a chip dispose de 2 interfaces USB, on n'en utilise qu'une seule, et il y a plusieurs interfaces série, on en branche une pour justement la port console. La mémoire flash se compose de différentes... C'est une combinaison, on va avoir une combinaison justement de NOR et de NAND flash. Donc, le NAND est
plus économique, mais bon, est un petit peu moins fiable. Et pour des raisons justement de fiabilité, de durabilité, bien, on a une portion qui va être utilisée comme étant un NOR flash. Donc, l'utilisation est différente, là, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut stocker à quel endroit. L'AP dispose aussi de SDRAM, qui est la mémoire volatile, donc qui est perdue lorsque justement on redémarre le point d'accès. C'est le code en cours d'exécution, les variables, les données live. Donc, l'AP dispose de 2 gigs de SDRAM. Disposé en 2 parties de 1 gig. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de mémoire disponible. Bon, l'idée, il n'utilise pas l'ensemble de la mémoire. Il y a des plans pour l'évolution future de l'AP, peut-être même, on entend une possibilité de déployer des containers, peut-être. En tout cas, bref, à surveiller, à voir. Il y a des plans pour l'évolution future de la plateforme. Et il y a un chipset TPM qui est intégré justement à la plateforme qui permet de stocker les différentes informations d'identification de sécurité. Ça permet justement, entre autres, de s'assurer de l'intégrité de l'image logicielle qui roule sur l'AP, s'assurer que justement c'est une image Aruba. Ça permet aussi d'avoir les données cryptographiques, donc le certificat d'usine qui est hébergé dans ce chipset-là, qui permet de faire l'authentification de l'AP vers, par exemple, le contrôleur ou vers Aruba Central pour faire l'authentification de la session sécurisée. Donc, rapidement, hein, on voit justement la localisation du système on a chip, le SDRAM, le tout enclosé justement dans le shield RF central. Le petit TPM qui est dessous, hein, c'est tout petit comme chipset. Le NAND flash, le NOR flash, là où justement les informations sont stockées. Si on regarde un peu au niveau des différents sens, hein, les antennes, les ports Ethernet, etc. Donc, au niveau des interfaces physiques, l'AP655 dispose justement de 2 ports gigabits, en fait 5 gigabits Ethernet, qui peuvent être joints simultanément pour augmenter la capacité filaire en LACP. Si par exemple vous avez l'AP qui est connecté avec 2 ports 1 gigabit et que vous désirez justement d'avoir plus de capacité au niveau Ethernet, bon, ça reste quand même quelque chose qui est très difficile même avec l'AP 655. Donc, c'est des situations qu'on va voir en laboratoire, le fait d'excéder le 1 gigabit par seconde en sans fil. Mais bon, on s'entend, ça devient quand même avec 3 radios de plus en plus possible. Généralement, on va utiliser justement les 2 ports pour permettre une relève sans faute, c'est-à-dire que, ou encore pour combiner la puissance, c'est-à-dire que l'AP dispose de contrôleurs PoE sur les 2 ports de manière simultanée et permet de faire ce qu'on appelle du hitless failover ou encore de combiner la puissance simultanément provenant des 2 ports en même temps dans l'éventualité où, par exemple, vous auriez de la misère à atteindre le budget PoE avec seulement un port. Donc, ça vous permet de combiner l'alimentation pour permettre une opération sans restriction. Alors, il dispose aussi d'un port USB 2, donc qui permet justement d'alimenter des dispositifs qui pourraient drainer jusqu'à 5 watts de puissance. Bon, dans certains cas, on a vu dans certaines écoles hein, les étudiants qui ont des détecteurs à port USB puis allaient brancher pour recharger leur téléphone cellulaire. Bon, il est possible de faire désactiver le port USB, mais bon, hein, ce port USB-là peut permettre justement de déployer des radios secondaires, par exemple, pour avoir une radio complémentaire, soit pour le Zigbee, ou encore une radio complémentaire pour faire l'intégration du Electronic Shelf Label, ou encore faire l'intégration avec le N-Ocean Alliance. Donc, nos points d'accès sont certifiés pour intégrer justement avec les senseurs fournis par l'Alliance N-Ocean. Et ça nécessite l'ajout justement d'un transmetteur dans la bande de fréquence du 900 MHz. Alors, ça peut être ajouté. Ou encore, il peut y avoir différentes sortes d'équipements. On a un manufacturier canadien qui fait un senseur de qualité d'air qu'on appelle comment il appelle ça? C'est le Canary.
Et ça permet justement de détecter les composés volatiles, organiques, détecter le taux de CO2 ou le taux de monoxyde de carbone, etc., puis faire ça dans un tableau interactif. Je vois aussi, Mathieu, oui, ça peut servir aussi d'interface pour le modem LTE. Exact. Ça dispose aussi d'un port console avec une interface micro USB. C'est un câble propriétaire, hein, donc il y a un ajustement de tension qui doit être fait entre, bref, c'est le petit câble orange qui peut être commandé séparément pour interfacer avec justement ce port console micro USB qui sert généralement pour le déverrouillage. Dans les interfaces physiques, il y a une possibilité d'alimentation DC 12 volts. Et bon, on a aussi un bouton poussoir hein, qui sert, qu'on va généralement utiliser pour la remise à zéro à l'aide d'un trombone. Lorsque vous pressez justement le bouton, ça peut permettre aussi, lorsqu'il est en utilisation normale, de changer le mode de fonctionnement d'affichage des DEL. Et bon, les fameuses DEL, ça permet différents modes pour visualiser l'état. Donc, à l'aide, par exemple, de l'application Aruba Utilities, que vous pouvez avoir, entre autres, avec sur Android, ça vous permet de vous connecter, par exemple, sur le contrôleur de mobilité et faire flasher le point d'accès que vous voulez identifier. Donc, avec le mode en clignotement vous permet de faciliter l'identification du point d'accès. Donc, il y a différents codes de couleurs. Je vous invite justement à consulter le guide d'utilisation pour savoir quel est le fameux code des différentes DEL. Donc, les DEL d'état. Et si on regarde, attendez un peu, hop, à l'arrière, attendez un peu. Oups, je pense que je les... Puis il y a les ports, la localisation des différents ports. Excusez-moi. Et voilà. Donc, au niveau des antennes, juste très rapidement, des antennes, ça se trouve à être des convertisseurs d'électricité en énergie rayonnée, en énergie RF. Une antenne, dans le fond, ça n'amplifie pas le signal RF. Hein. C'est lorsqu'on dit que, admettons, une antenne offre, admettons, 5 dBi de puissance. En fait, c'est pas le 5 dBi, c'est dans une direction particulière, mais c'est toujours par rapport au radiateur isotrope, donc l'antenne de référence qui se trouve à être la sphère parfaite. Donc, ça va, dans le fond, diriger l'énergie dans une direction donnée. Bon, il y a différentes polarisations aussi d'antennes, c'est-à-dire que, bon, l'antenne pourrait moduler le signal en énergie rayonnée de manière verticale ou encore de manière horizontale. Et dans un monde parfait, par exemple, là où, admettons, on serait en propagation en l'air libre et qu'il n'y aurait absolument aucune réflexion, mais une antenne, par exemple, verticale serait incapable de capter le signal qui serait polarisé horizontalement et vice-versa. Donc, c'est ça. L'AP 655, pour de meilleures performances RF, intègre justement les deux sortes d'antennes. Intègre des antennes polarisées verticalement ainsi que horizontalement. Bon, là ici, ce n'est pas l'antenne qui est intégrée à l'AP 655, c'est pour illustrer l'idée ici de la visualisation en vue logarithmique hein, des diagrammes de rayonnement des antennes. Donc, on a une vue azimutale, c'est-à-dire lorsqu'on regarde par rapport à, si je regarde mon antenne vue du dessus, donc je vois ici que justement j'ai un diagramme de rayonnement qui projette le signal devant le point d'accès ou devant l'antenne. Et lorsque je regarde en élévation, dans le fond, avec une vue de côté, bien, je vois aussi un pattern de rayonnement qui est différent avec des lobes secondaires. Hein. Et lorsqu'on regarde en 3 dimensions, ben c'est un peu bout, où on voit justement, ça a une structure un peu étrange. Donc,
si, mettons, on regarde comment est structurée les différentes antennes, hein, donc, rapidement ici, hein, combien êtes-vous capable d'identifier les antennes? Quand même quelques petits trucs, mais bon, ouais, c'est sûr que là, ça peut devenir un petit peu plus complexe à regarder comme ça. Donc, généralement, hein, plus la fréquence est élevée, hein, bien, plus la longueur d'onde va être courte et donc plus la structure des composants qui vont être intégrés à l'antenne pour entrer en résonance justement avec ces fréquences élevées, bien, ces structures-là vont être plus petites à mesure qu'on augmente en fréquence. Bon. La polarisation, dans le fond, de l'antenne indique comment est-ce que l'énergie est pulsée, soit en réception ou en transmission. Puis, ben, comme je disais précédemment, hein, un signal qui est parfaitement polarisé verticalement ne sera pas du tout reçu par une antenne qui est parfaitement polarisée horizontalement. Donc, rapidement, ici, au niveau des antennes, hein, l'AP 655 intègre 10 segments d'antennes. Donc, ici, on a 2 antennes 6 GHz polarisées verticalement. Ici, on a les 2 antennes 6 GHz polarisées horizontalement. 2 antennes 2.4 et 5 GHz qui sont combinées ensemble, qui sont polarisées verticalement. Maintenant, ça, c'est les 2 antennes 2.4 et 5 GHz polarisées horizontalement. On a une antenne 2.4 GHz BLE Zigbee qui est polarisée verticalement, puis une antenne qui sert pour le 1.6 GHz, là, le GNSS, donc c'est le GPS, qui, elle, est localisé à cet endroit-là. Donc, les différentes antennes sont espacées et orientées hein, de manière à minimiser le couplage et les différentes interférences mutuelles qui peuvent survenir. Puis, ben, c'est ça, c'est fait dans le fond pour optimiser la couverture de la manière la plus cohérente et optimiser le plus possible les performances du point d'accès. Donc, si par exemple, on regarde ici, ça c'est un tracé justement pour le 2.4 GHz pour l'antenne intégrée justement du 655. Ce qu'on remarque, là, c'est ce qu'on appelle un beam width à moins 3 dB, qui est un degré d'ouverture hein, au niveau là, de comment on le regarde, au niveau élévation, qui est ouvert à 120 degrés d'ouverture. Ça fait en sorte que par rapport au plan horizontal, hein, on a une inclinaison au niveau du signal qui est d'environ 30 degrés. Bon, lorsque l'AP est orienté vers le bas. Ça nous donne environ un rayon de couverture optimal hein, lorsqu'on voit justement la bulle RF qui est faite par en dessous. Donc, on va avoir une couverture optimale si, par exemple, l'AP est à 3 mètres au niveau du sol et que le dispositif client est à peu près 1 mètre du sol là, sur une table. Bon, bien, ça nous donne environ un rayon de couverture qui est environ 3,5 mètres du point d'accès. Passé cette distance, hein, le signal devrait chuter d'environ 5 à 8 dB à mesure que, justement, on va s'éloigner. Et typiquement, juste à titre de référence, un signal RF va diminuer, si un signal RF diminue d'environ 6 dB, mais ça veut dire que, justement, on a un rapport de 1/4 de la puissance effective et ça veut dire que, justement, on a une diminution de 6 dB lorsque la distance double. Donc, c'est règle du pouce là, pour voir. Puis là, maintenant, dans le fond, on veut, en fonction du signal qui est rayonné, maintenir une communication puis un rapport signal à bruit qui est adéquat. Donc, ça vous donne une ligne à peu près là, pour les communications les plus optimales, là, vraiment au maximum de la performance, avec une ligne de vue, c'est 3,5 mètres de l'AP de rayon. Au niveau des intestins, hein, les différents blocs fonctionnels internes, bon, on parlait justement des différentes radios. Je vais passer quand même rapidement sur le sujet. C'est les différents chipsets Qualcomm pour les 2.4 et 5 GHz. Même chose Qualcomm, mais sur une interface System on a Chip pour le 6 GHz. Radio Zigbee,
hein, qui est intégré. Bon, ça peut permettre différents types d'intégration. La radio BLE ou Zigbee peut servir, entre autres, pour des services de localisation, pour faire du asset tracking. Donc, Aruba offre justement des petites balises qui peuvent être fixées sur différents types d'équipements pour faire justement du suivi d'équipements qui se déplacent. Ça permet aussi de faire de l'interaction avec justement de l'interaction avec des applications basées justement sur l'intégration avec le Bluetooth Low Energy. Ça peut servir aussi de passerelle IoT, soit pour le BLE ou encore pour le Zigbee. Donc, être capable justement de relayer ce type de signal-là, d'interfacer par exemple avec des systèmes de contrôle d'ouverture de portes qui se reprogrammeraient par exemple en Zigbee. En bonus, hein, dans le fond, l'interface Bluetooth, advenant le cas où vous avez besoin d'avoir un accès console sur le point d'accès, il serait possible de convertir l'interface Bluetooth en un port console sans fil. Ça peut être quand même très intéressant. Par exemple, l'AP étant installé au plafond, bien, ça vous évite d'avoir à avoir le port console orange pour le brancher dessus et de monter dans l'escabeau pour, après ça, se brancher sur le port USB d'un laptop pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe et de troubleshooter. Donc, vous pouvez activer le port Bluetooth sous la forme d'une interface console pour vous permettre, à distance, sans monter dans l'escabeau, d'accéder en mode console au point d'accès. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis comme la radio qui est intégrée est soit BLE ou Zigbee, selon la configuration, et que, bon, certaines personnes peuvent désirer avoir les deux. Alors, Aruba offre, dans le fond, une interface Zigbee USB qui peut être ajoutée au point d'accès, faisant en sorte que, bon, ben, vous utilisez l'interface Bluetooth Low Energy intégrée au point d'accès et vous pouvez bénéficier de l'interface Zigbee ajouté au point d'accès. Puis là, bien entendu, justement, il y a différents filtres. Donc, rapidement, hein, on voit la localisation des différentes radios. Et comme vous pouvez le voir, hein, bon, ben, c'est des radios 4x4. On voit les différents segments avec l'isolation pour chacune des radios. Hein. On voit justement les blocs qui segmentent au niveau RF, là, chacune des radios, la radio BLE Zigbee qui est localisée ici. Puis on a la vue de derrière aussi. Donc, tube digestif, circulation. Donc, tout à l'heure, hein, je vous parlais justement des sources d'alimentation. Donc, l'AP peut être alimenté avec justement le 12 volts en courant direct. Là, il y a vraiment un contrôleur d'alimentation qui est intégré au point d'accès. Donc, les sources peuvent être utilisées simultanément. Donc, si par exemple, vous utilisez l'alimentation DC 12 volts avec un port Ethernet qui pourrait potentiellement fournir le PoE, ben, l'alimentation DC va être priorisée. Et par la suite, si par exemple, il y a une faute au niveau de l'alimentation DC, ben, le PoE va embarquer, pour éviter justement qu'il y ait justement un redémarrage du point d'accès. Lorsqu'il y a les deux sources PoE qui sont utilisées, les deux sont mises à contribution pour fournir le budget PoE. Et advenant le cas où, par exemple, on fonctionnerait avec une alimentation moindre, bon, ben, l'AP dispose de ce qu'on appelle le IPM, le Intelligent Power Monitoring, qui permet de surveiller la consommation d'alimentation et vous pouvez appliquer des restrictions par vous-même. Donc, définir les règles, comme par exemple, si vous n'utilisez pas le port USB, bien, vous pouvez couper le port USB. Si vous n'utilisez pas le deuxième port Ethernet, vous pouvez couper l'alimentation sur le deuxième port Ethernet, ce qui permet d'économiser l'énergie et permet d'opérer sans être obligé d'aller au maximum permis de l'AP. Donc ici, hein, on a un AP qui est quand même très demandant. On parle justement, lorsque c'est en opération DC, 42 volts, lorsqu'il est alimenté avec du classe 6, donc du PoE classe 6, donc 802.3 BT, ça peut aller jusqu'à du théorique 51 watts ou 46 watts si, par exemple, il y a des éléments qui sont désactivés, entre autres comme le port USB.
Mais tout ça permet justement d'améliorer la consommation de puissance, de gérer la consommation de puissance en fonction du taux d'utilisation de l'AP. Et avec le Intelligent Power Monitoring, on est capable justement d'opérer de manière beaucoup plus intelligente sans requérir d'avoir le maximum qui très souvent n'est pas requis. L'AP aussi permet de faire des contrôles, de se mettre en deep sleep, c'est-à-dire en sommeil profond, permettant justement de faire de l'économie d'énergie. Et il s'agit d'un brevet, entre autres, de l'équipe de Montréal, donc notre équipe de développement. Donc ça, c'est une belle fierté de notre équipe locale de développement de toute cette notion-là de Green EP. Et on devrait voir là, des trucs là, qui vont se généraliser dans le cours de la prochaine année relativement à ça, avec l'intégration avec Aruba Central, avec la nouvelle interface là, de CNX. Bon, je vais passer rapidement. Là. Il y a différents types d'équipements. Il y a une complexité justement dans la distribution de l'alimentation, la normalisation de l'efficacité énergétique. Bon, il y a tout aussi une question il y a de l'alimentation qui est différente dépendamment des différents chipsets qui sont distribués sur le board et différentes tensions d'alimentation et tout ça requiert l'ajustement tant au niveau POE, donc ici on a justement on voit la plupart, une grosse proportion là, justement là, des 2800 pièces électroniques, ben, c'est entre autres là, pour le contrôle d'alimentation, dissipation thermique, etc., pour régulariser toute cette alimentation-là. Et bien entendu, bon, on parlait là, du sixième sens, donc notre fameuse radio GPS intégrée justement à l'AP. Donc, ça permet, en fait, ce chipset-là, GPS, en fait, qui est optimisé pour une utilisation stationnaire. C'est pas comme un téléphone cellulaire où on se déplace constamment avec l'AP, pas avec l'AP, mais avec le dispositif. L'AP, ben, il est monté à une place qui est statique et par conséquent, l'optimisation du géopositionnement ben, va tenir compte justement de cet aspect-là. Et tout ça, ben, c'est pour être intégré justement avec ce qu'on appelle le 802.11mc, qui se trouve à être le Find Time Measurement, qui va permettre justement d'améliorer la mesure des distances, puis on va l'utiliser dans un contexte de mesure de distance entre les points d'accès, entre autres. Donc, à l'aide du récepteur GPS, les AP qui sont déployés à proximité des fenêtres d'un bâtiment ou à proximité d'un mur d'un bâtiment ont de fortes chances de recevoir le signal GPS et d'être capables d'être géopositionnés et de servir de ce qu'on appelle d'encre ou de bloc d'ancrage sur le plan d'étage qu'on va utiliser. Et tous les autres AP qui sont déployés à l'interne du bâtiment, ben, eux vont pouvoir être référencés au niveau de coordonnées de géolocalisation pour être placés automatiquement sur le plan d'étage. Donc, ça, c'est sur ce projet-là, donc c'est l'initiative Open Locate à laquelle Aruba participe. Qui permet justement d'atteindre ce type d'objectif-là et permettre, entre autres, d'améliorer justement le positionnement relatif des équipements qu'on fait le suivi avec les fameuses balises de asset tracking, par exemple. Donc ici, ça, c'est justement le fameux chipset GPS. Mais le tout hein, ne serait rien sans le cœur et l'âme. Hein, donc, c'est le logiciel, c'est ce qu'on appelle justement le côté le plus doux, hein, le software. Donc, c'est notre côté givré. Donc, nous avons parlé beaucoup de l'intérieur, hein, de l'aspect physique du point d'accès, l'aspect matériel, et on n'a pas vraiment touché au cœur et à l'âme du point d'accès, donc c'est le logiciel. C'est le code de l'AP qui est écrit par des centaines d'ingénieurs, dont certains ici travaillant à Montréal, qui interagit avec le chipset, des radios, les composants réseau, filaires et les nombreux autres composants à l'intérieur de l'AP. Oui, la tâche principale du logiciel de l'AP, hein, qui est exécuté sur le processeur, c'est de déplacer efficacement les paquets de données entre les deux mondes, entre l'interface physique Ethernet et le sans-fil, et de ne pas, idéalement, devenir un goulot d'étranglement.
Mais en plus de cette tâche, hein, le logiciel va conserver et rapporter des tonnes de données pour de nombreux appareils, les flux de données associés aux différents dispositifs qui sont connectés au point d'accès. Hein, L'AP 655, avec sa mémoire, son CPU, est capable d'avoir jusqu'à 512 clients actifs par radio, bien que, bon, typiquement, d'un point de vue limite plus pratique, hein, on devrait cibler quelque chose plus aux alentours d'une centaine de dispositifs par radio. Euh, donc, tout le logiciel là, va utiliser les données, les données de fabrication du produit, l'image logicielle, tout ce qui est intégré. Tout ça, c'est stocké dans la mémoire flash. Le logiciel va s'exécuter à partir de la mémoire SD-RAM, dans lequel il va contenir, dans le fond, les différentes données, les variables, les tables, etc., qui sont utilisées live. Et c'est vraiment à travers ce logiciel-là que la plateforme se démarque. Ces fonctionnalités telles que Client Match ou AppRF ou notre capacité justement à traiter les communications unifiées avec le UCC. Et tout ça, mais ça ne pourrait pas exister sans une bonne plateforme matérielle, mais c'est quand même l'âme, c'est ce qui anime notre point d'accès. Et pour terminer, hein, peut-être une petite vidéo pour montrer, dans le fond, le travail, l'accouchement, hein, la fabrication de du point d'accès. Donc, une petite vidéo de notre partenaire. Donc, c'est pas Aruba qui fabrique comme tel les points d'accès, c'est une tierce partie. Donc, ici, on a la ligne de Surface Mount qui dépose les différents chipsets. On va appliquer une espèce de petite colle sur le board. Dans le fond, passer les différentes puces et faire solidifier cette petite colle-là, faire des inspections visuelles. Il reste que, bon, il y a quand même des êtres humains qui participent à l'assemblage, des serres, différentes pièces, système automatisé pour la soudure des différentes pièces, des différents équipements. On procède au test automatique. On procède à l'assemblage. Oui, on a les connecteurs au niveau des différentes antennes. On procède à l'étiquetage automatisé des points d'accès. Comme vous pouvez voir, hein, ici, c'était la ligne de montage pour l'AP 325 et non pas pour l'AP 655. On le remarque par justement la structure à l'arrière de l'AP avec l'ancienne braquette. Donc, il y a une inspection visuelle, le tout est emballé et pesé pour s'assurer que justement, il n'y a pas de problématique, qu'il n'y a pas de pièces qui seraient manquantes.
Et voilà. Donc, c'était la dernière petite slide que j'avais, la dernière petite vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous aviez des questions ou ça fait le